Ma famille et mes amis m'ont affectueusement surnommé l'éléphant. Vous vous demandez peut-être si c'est à cause de ma taille? Pas du tout. Avec mes 178 cm et 77 kg, je suis tout à fait dans la moyenne pour la taille et le poids. Non, le surnom des « éléphants » m'a été donné en raison de ma mémoire extraordinaire pour presque tout. Je m'appelle Peter Marchand, et j'ai toujours été un peu un paria. Bien que je ne sois pas particulièrement doué en mathématiques, je peux encore vous donner le numéro de téléphone de notre famille en 1982 au camp Grayling. En tant qu'enfant de militaire, nous déménagions tous les 2 ans, ce qui rend cet exploit moins remarquable. Je me rappelle de l'adresse exacte, du code postal, du nom de rue et du numéro de maison pour chaque endroit où nous avons vécu. Il y avait toujours une question qui revenait durant mon adolescence: quel est le nouveau numéro de tante Marge, Peter? En ne notant pas les numéros, ma famille a probablement économisé une petite fortune en papier et en crayon. Chaque fois que j'étais là, ils demandaient simplement. C'était pratique pour eux et ils l'appréciaient, mais ma capacité à me souvenir de ce qu'ils avaient dit des années plus tôt les agaçait souvent. Bien que je ne puisse pas me rappeler les mots exacts des conversations passées, je pouvais facilement me souvenir de l'essence des discussions. Je ne t'ai pas parlé de la fête des McGregor, Peter, demandait mon père. Si, papa, tu en as parlé samedi dernier pendant la 2e période du match de hockey. Maman ne savait pas si vous pourriez tout y assister parce qu'il nous fallait une babysitter, répondais-je. Devinez qui n'a pas eu droit à un câlin de l'un ou l'autre parent ce soir-là. Tout au long de mon enfance, j'ai été utilisé selon leur convenance. À l'adolescence, j'ai compris qu'il valait mieux garder mon talent pour moi. La situation avec ma famille était déjà réglée, mais au moins je faisais table rase du passé et je rencontrais de nouveaux amis à chaque déménagement. J'ai pris l'habitude de poser des questions simples comme « Quand est-ce que ce rendez-vous a lieu déjà ?» ou encore « Est-ce qu'on joue contre les Jets samedi ou dimanche ?» Je voulais me fondre dans la masse, devenir quelqu'un d'ordinaire et oublieux, mais je comptais toujours sur ma mémoire pour tout. Lors d'une séance d'orientation professionnelle avec mon conseiller scolaire en terminale, j'ai interrogé sur les carrières les plus épanouissantes. Face à des options comme devenir le chef d'une famille mafieuse au New Jersey, un trafiquant d'armes au Colorado, un chirurgien esthétique à Hollywood ou encore un avocat pénaliste n'importe où dans le monde, j'ai choisi ce qui me semblait être la voie la moins répréhensible. J'ai fait carrière dans le droit, pas le genre de carrière qui attire l'attention de manière ostentatoire, mais une carrière qui me permet de me souvenir de toutes les lois et de toutes les décisions de justice que j'ai lues ou entendues. En tant qu'avocat fiscaliste, je gère les revenus et les dépenses, et je donne des conseils pour réduire les obligations fiscales, que ce soit pour les citoyens laborieux ou les personnes fortunées, y compris certains chefs de la mafia au New Jersey, trafiquants d'armes au Colorado et chirurgiens esthétiques d'Hollywood. Ce n'est pas la défense pénale dont on parle dans les tabloïds. Mais je connais toutes les failles. Et, si j'en avais l'occasion, je pourrais probablement identifier chaque saint artificiel qui se balade à Los Angeles. Tout le monde est d'accord avec moi jusqu'à présent? Parfait. Voici la suite de l'histoire. J'ai rencontré Annabelle, alors étudiante en 2e année de MBA, peu après avoir obtenu mon diplôme de droit. Elle était pleine d'esprit, gentille et incroyablement sociable. Quelqu'un d'aussi terne, discret et modeste que moi ne pouvait qu'être attiré par elle. Comme on dit, les opposés s'attirent, et nous ne faisions pas exception. Elle n'hésitait pas à fréquenter d'autres personnes durant notre relation. Elle justifiait ses absences avec des excuses légères, comme des projets de groupe, des engagements familiaux ou des visites à des amis. Au cours des 6 mois suivants, elle m'a poussé à sortir de ma coquille. Bien que j'aie conservé une apparence ordinaire, j'ai laissé tomber les nombreuses insécurités qui m'accablaient dans mon adolescence. Je suis même devenu un homme amusant. Avec une mémoire comme la mienne, il est facile de se souvenir de toutes les blagues entendues et de les raconter à la perfection pour faire rire. Nous sommes donc devenus très proches. J'ai demandé à Annabelle si elle souhaitait sortir avec moi exclusivement, parce que je m'étais profondément investi dans notre relation. Après y avoir réfléchi, elle a accepté les nouveaux termes de notre couple. Officiellement, j'ai commencé une relation avec elle qui a duré 6 mois et 10 jours. Depuis septembre, la sœur d'Annabelle avait planifié un voyage de ski en Colombie-Britannique du 15 au 17 janvier. Un jour, Annabelle a laissé entendre qu'elle passerait le même week-end avec sa sœur. Convaincu que certaines personnes se révèlent lorsqu'on leur accorde suffisamment de liberté, je l'ai laissé partir. Et c'est ce qu'elle a fait. Le lundi suivant, Annabelle m'a appelé. « Comment s'est passé ton week-end » lui ai-je demandé. « Merveilleux » a-t-elle répondu. « Tu sais,
on a fait du shopping tout le week-end pour rattraper le temps perdu entre sœurs. Et comment se passe le ski à Whistler, lui ai-je demandé. Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles, a-t-elle répondu. Pourquoi devrais-je le savoir? Comment pouvait-elle ignorer ce que sa sœur avait prévu depuis des mois? J'ai rétorqué sèchement, c'est parce que ta sœur était en train de skier à Whistler ce week-end-là. Un silence s'est installé à l'autre bout de la ligne. Finalement, elle a dit, oh, quel gâchis. J'avais oublié. N'hésite pas à oublier aussi mon numéro de téléphone, ai-je répondu avant de raccrocher. C'était aussi simple que cela. Annabelle s'était trompée dès le départ, et j'avais entendu bien d'autres histoires de gens pris dans leurs propres mensonges. La semaine suivante, Annabelle m'a écrit une lettre. Elle s'excusait, expliquant qu'elle n'aurait pas dû me tromper et qu'à son âge, elle n'était pas encore prête pour une relation exclusive. J'ai jeté la lettre à la poubelle. Au cours des 2 années suivantes, je me suis principalement concentré sur mon nouveau poste dans un cabinet d'avocat local. J'ai eu quelques rendez-vous, mais aucun ne menait vraiment à quoi que ce soit. D'une part, j'avais peu de temps pour poser les bases d'une relation sérieuse, car je m'efforçais de faire mes preuves. D'autre part, l'incident avec Annabelle m'avait rendu prudent et m'avait encouragé à ne pas trop m'attacher. Pendant 2 ans donc, je me suis principalement consacré à chercher la compagnie de femmes agréables. Un jour, on m'a confié un nouveau client ayant besoin de conseils juridiques concernant une déclaration fiscale pour certains investissements réalisés l'année précédente. Il était prévu que je rencontre le vice-président des finances et le PDG. À ma grande surprise, en entrant dans la salle de conférence, j'ai reconnu Annabelle assise à la table. Après une réunion réussie, j'ai obtenu un nouveau client très satisfait. À la fin de la réunion, Annabelle s'est approchée de moi. « Bonjour, étranger », a-t-elle dit. « C'est un plaisir de te revoir », a-t-elle remarqué. J'ai simplement répondu « Bonjour, Annabelle », tout en rangeant mes documents dans mon attaché-caisse. « Et, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Pourquoi ne pas aller manger quelque chose et rattraper le temps perdu ?» a-t-elle proposé. « Bien sûr », a-t-elle dit. Bien que réticent, je me suis laissé intriguer. Elle était toujours aussi charmante. Alors, avons-nous déjeuné? Bien sûr. Mais nous avons fini par passer un après-midi particulièrement ardent, disons, entre adultes à l'appartement d'Annabelle immédiatement après. Les bons moments ont gardé tout leur charme, mais les mauvais souvenirs sont restés. Malgré tout, Annabelle et moi, en tant que 2 professionnels, avons réussi à renouer doucement. À l'époque, j'étais encore célibataire et elle ne fréquentait personne non plus. Nous avons recommencé à nous voir. Ignorant que Annabelle était restée aussi infidèle qu'avant pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai choisi de passer outre. L'idée d'oublier le passé et d'aller de l'avant m'a paru appropriée. Peu après, nous nous sommes mariés. Nous avons partagé une vie heureuse pendant 63 mois, 2 semaines et 6 jours. Bien que nous ayons beaucoup de points communs, j'ai gardé mes expériences passées pour moi. Évidemment, je les ai cachées parce que je ne faisais pas totalement confiance à Annabelle. Ces 2 derniers mois, Annabelle rentrait souvent tard du travail, prétextant des délais serrés, du shopping ou des visites à des amis. Elle avait donné les mêmes excuses des années auparavant lorsqu'elle m'avait menti, et elle me semblait donc trop familière. Pourtant, j'ai choisi d'ignorer cette intuition. Un jour, j'ai dû passer quelques jours en dehors de la ville pour rencontrer un cabinet comptable réalisant un audit indépendant pour un client qui vendait son entreprise. Le vendredi soir, lorsqu'Annabelle et moi sommes rentrés à la maison, nous avons fait l'amour. Au lit, elle était une vraie tigresse. Au bout d'un moment, je me suis levé et suis allé dans la salle de bain attenante à la chambre. À cause du petit miroir et du mauvais éclairage, Annabelle n'utilisait jamais cette salle de bain. La lunette des toilettes était relevée. Je me souviens très bien l'avoir baissée juste avant de me brosser les dents la dernière fois que je les avais utilisées. Pourtant, elle était maintenant relevée, et le rebord présentait une légère décoloration jaune qui n'existait pas la semaine précédente. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas le plus perspicace des individus, mais même moi, j'ai des limites. La semaine précédente, un homme avait utilisé ces toilettes. Il avait dû se trouver dans la chambre principale, car c'est là que se trouve la seule porte donnant sur la salle de bain. Je soupçonnais fortement Annabelle de me tromper, compte tenu de son comportement passé et de ses récents retards suspects à la maison. Je devais en avoir le cœur net. J'aurais pu attendre et la prendre en flagrant délit de mensonge, ou agir directement pour lui révéler la dure vérité. Comme cette dernière solution semblait plus rapide, je l'ai choisie. Ce fut un week-end atroce. Contrairement à Annabelle,
je ne me sentais ni particulièrement affectueux ni attentionné. Mais cela avait bien marché pour ma mère, ça marcherait peut-être pour moi. Pendant ce week-end, j'ai fait semblant d'avoir une migraine épouvantable. J'ai été si convaincant qu'Annabelle a insisté pour que je consulte un médecin lundi matin. Le lundi matin, j'ai vu plusieurs spécialistes, même si aucun n'était médical. Après avoir consulté un collègue spécialiste en affaires de divorce, j'ai parlé à un détective privé qui pouvait confirmer si Annabelle me trompait. D'ici la fin de la journée, grâce à HERB, le détective privé, notre maison était équipée d'une surveillance audio et vidéo. Il ne me restait plus qu'à donner à Annabelle assez de cordes pour qu'elle s'y pense. Cela avait déjà fonctionné par le passé. J'ai de nouveau fait semblant d'avoir mal à la tête et j'ai informé Annabelle que je devais prendre quelques jours de congé pour consulter un neurologue réputé que mon médecin m'avait recommandé. Elle semblait sincèrement inquiète pour mon état de santé imaginaire, ce qui m'a mis mal à l'aise malgré mes soupçons. J'ai dû la persuader qu'il serait inutile qu'elle m'accompagne. Elle a insisté en disant que j'avais besoin de son soutien, mais elle a fini par céder. L'espace d'un instant, j'ai presque cru me tromper, tant son anxiété paraissait réelle. Comment ma femme pouvait-elle me mentir et me trahir tout en me témoignant un amour aussi sincère? C'était absurde. Mais à moins de lui avouer ma tromperie supposée, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle m'a donc conduit à l'aéroport jeudi matin. Ensuite, je me suis dépêché de retourner en ville et j'ai réservé une chambre d'hôtel en centre-ville. Plus je songeais aux faits des derniers jours, plus j'étais convaincu que j'avais jeté mon argent par les fenêtres. Je l'ai appelé jeudi soir, comme promis. Pendant que je lui expliquais vaguement les tests que j'avais subis ce jour-là et ceux prévus pour le lendemain, elle s'est montrée sincèrement inquiète. J'étais déchiré par la sincérité de son inquiétude et de l'affection qu'elle me témoignait au téléphone. Lorsque nous avons raccroché, elle était si émue qu'elle avait du mal à parler, ses larmes perçant dans sa voix. Je me suis senti véritablement idiot. C'était une soirée interminable, où les regrets et la culpabilité m'ont submergé. J'étais un crétin d'avoir oublié à quel point Annabelle m'aimait. Maintenant certain que mes soupçons étaient infondés, j'attendais l'appel de HERB avec impatience. Le lendemain matin, l'appel de HERB m'a prouvé que j'avais tort. Quelques minutes plus tard, je m'asseyais dans son bureau et regardais les images filmées la nuit précédente. Le couloir, la salle à manger et le salon où j'imaginais notre télévision étaient visibles malgré les images légèrement floues. Un léger bruit a attiré mon attention. Le grincement des clés dans la serrure s'est progressivement amplifié lorsqu'HERB augmentait le son. Annabelle est apparue lorsqu'elle a ouvert la porte, prête à entrer le code de notre alarme. Puis quelqu'un d'autre est apparu. Oh non! C'était Brad Schwartz, un collègue d'Annabelle que j'avais croisé à plusieurs reprises dans un cadre professionnel. Brad, marié et père de 2 jeunes enfants en bas âge, était plus grand et, je dois l'admettre, plus séduisant que moi. Dès que la porte s'est refermée, il a saisi Annabelle et tenté de l'embrasser. Elle l'a d'abord repoussé doucement, puis s'est laissée tomber dans ses bras et l'a embrassé à son tour. Ce n'était pas un baiser timide entre 2 novices. C'était un baiser profond et passionné, celui d'amant de longue date. Il explora lentement ses courbes d'une main, caressant le bas de son dos de l'autre, l'attirant doucement vers lui. Ils se dirigèrent lentement vers le salon, continuant à s'embrasser avec ardeur. J'avais envie de hurler de colère et de dégoût en regardant la télévision. Très vite, Brad poussa Annabelle sur le canapé et s'inclina au-dessus d'elle. Elle n'avait certainement pas l'intention de laisser son chemisier s'ouvrir ainsi. Puis Brad s'agenouilla devant le canapé et commença à l'aider à retirer sa culotte. Pour lui faciliter la tâche, elle rapprocha ses jambes et souleva légèrement ses hanches. Elle sourit ensuite d'un air enjoué, écarta les jambes et posa ses pieds sur le bord du canapé. Il se pencha entre ses cuisses, se déplaçant lentement et délibérément. Il l'embrassa d'abord tendrement, puis plus profondément, savourant ses réactions. « Oh, Brad !» murmura Annabelle en s'accrochant à ses cheveux comme si elle voulait retenir l'instant présent, c'est si mauvais et si bon à la fois. Peu après, Annabelle ressentit une libération silencieuse mais indéniable. En tant que mari, je connaissais ces signes par cœur. Après avoir aidé Brad à se redresser, elle commença à défaire sa ceinture et à ouvrir son pantalon. En peu de temps, il se tint devant elle, et elle réagit avec la même ferveur que j'avais vue de nombreuses fois auparavant. « Je suis presque là, bébé », grogna Brad. Annabelle s'interrompit, se retourna et adopta une position qui ne laissait aucune place à l'imagination. « C'est comme ça que je le veux », ajouta-t-elle à voix basse. Avec un certain talent pour les métaphores, Brad déclara, «
être avec ma femme après 2 enfants, c'est comme entrer dans le tunnel de Lincoln. Je compris alors qu'il était au bord de l'extase, car il accélérait ses mouvements. À cet instant précis, le téléphone sonna. Pendant un moment, je regardais autour du bureau du détective privé avant de réaliser que le son provenait de la vidéo. Annabelle décrocha l'appareil et jeta un coup d'œil à l'écran pendant que Brad continuait ses avances. Sans un mot, elle s'écarta de lui et s'assit sur le canapé. « Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? Comment te sens-tu » Je réalisais que j'étais en train d'écouter l'autre bout de mon appel téléphonique d'hier. Par curiosité, je commençais à raconter ma version de l'échange à HERB. Pas très bien, pour être honnête. Je répondis, je suis épuisé par tous les tests que j'ai passés aujourd'hui et j'ai encore mal à la tête. Brad s'approcha alors, pointant son visage vers elle. Bien qu'elle l'ait repoussé, Annabelle le maintint près d'elle. Elle commença à le caresser doucement. Pauvre de toi. J'aurais aimé être là avec toi. Elle continua à le toucher tout en disant, je n'aurais pas dû te laisser me dissuader de venir avec toi. Quel test as-tu dû passer, lui demanda-t-elle. Il y en a trop pour en parler, mon amour. Trop, et il y en aura d'autres demain. Je mentis. Le médecin a-t-il évoqué une possible cause de tes maux de tête? Des indices, demanda-t-elle, sa sollicitude à peine perceptible alors que Brad s'obstinait à l'embrasser. Il n'est pas sûr, en réalité, répondis-je en éludant la question. Cela pourrait être une affaire mineure ou plus sérieuse, précisai-je, ajoutant que le médecin souhaitait terminer tous les tests avant de donner son avis. Elle s'apprêtait à parler, mais Brad l'interrompit en la poussant doucement sur le côté. Elle lui donna un léger coup de coude en retour, et il tenta encore de prendre les devants. Finalement, Annabelle parvint à le repousser complètement. « Chérie, je suis si inquiète pour toi, dit-elle doucement avant d'être à nouveau interrompue par ses avances. Elle réussit finalement à se dégager un peu et murmura « Je t'aime ». Me souvenant que le regret m'avait fait raccrocher le téléphone à l'hôtel, je répondis « Je t'aime aussi ». Lâchant le téléphone qui tomba par terre, elle saisit les épaules de Brad et se laissa aller à ses étreintes. Quelques instants plus tard, elle reprit le contrôle, ses mouvements dépourvus d'hésitation. Je me levai, prêt à partir. J'en avais assez vu. En réfléchissant, elle m'avait paru si émotive. Oui, exactement. HERB m'invita à regarder une autre vidéo. À en juger par l'obscurité qui enveloppait la fenêtre de la chambre, il devait être tard, ce qui signifiait que les amants étaient restés ensemble des heures après mon appel. Annabelle était au lit avec Brad, le lit visible depuis une caméra dissimulée dans le détecteur de fumée. Elle le chevauchait avec fougue. Bien que certains hommes puissent trouver un certain plaisir à voir un autre homme avec leur femme, mon cœur était brisé. « Écoutez, dit HERB. » La voix d'Annabelle résonna doucement. « Brad, je te l'ai déjà dit. C'était la dernière fois. Cela n'aurait jamais dû arriver, dit-elle en répétant, c'était une énorme erreur, tentant manifestement d'accélérer sa libération. Il y a beaucoup de mots pour qualifier ce que nous avons fait, mais erreur n'en fait pas partie, répondit Brad. C'est bien trop beau pour abandonner. J'ai pris ma décision, rétorqua-t-elle, accélérant le pas, Brad, je me sentais coupable de trahir Peter. Mais maintenant que je réalise que je pourrais le perdre, je comprends à quel point je l'aime et à quel point je l'admire. Elle se rapprocha de lui lorsqu'il l'atteignit, savourant ce bref instant de connexion. À ce moment-là, Brad atteignit l'extase et laissa échapper un gémissement. Annabelle se déplaça alors pour intensifier son plaisir, s'abaissant encore plus dans l'espoir de le sentir complètement en elle, et l'embrassa avec douceur. Après quelques instants passés près de lui, elle s'éloigna finalement pour s'asseoir, les jambes croisées, sur le lit à ses côtés, face à la caméra. Sa posture ne laissait aucun doute sur ses sentiments. Des larmes coulaient sur son visage. « Brad, j'ai tellement peur qu'il meure. »« Oh, Brad, je l'aime tant. Il n'a jamais été aussi malade auparavant, et tous ses tests. » Les larmes coulaient désormais plus abondamment. Dans d'autres circonstances, j'aurais sans doute été touché par ces larmes. Sa souffrance paraissait sincère. Mais l'image devint encore plus insoutenable lorsque ces mêmes larmes se mêlèrent aux traces de ce qui venait de se produire entre eux. Je me relevai et me dirigeai vers la porte. « Mec, tu ne veux pas lui donner une autre chance ?» demanda HERB. « Elle t'aime vraiment. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une femme qui m'aime autant. Tu ne peux vraiment pas lui pardonner. » Il insista. « Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle je ne peux pas lui pardonner, répondis-je.
Je n'oublierai jamais.